tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour votre appui. Merci pour votre encouragement. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Tous ceux et celles qui l'ont fait, un grand merci à vous. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, aidez-nous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous trouver sur toutes les plateformes audio et évidemment sur tous les réseaux sociaux. Commentez, partagez, faites toutes ces belles choses-là. Salim, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, une première semaine de campagne électorale fédérale, donc on aime ça, on mange de la politique. Mais avant de parler de ça, j'ai vu que tu avais reçu, dans le cadre d'un autre podcast, Ted Bird. Le légendaire Ted Bird de Terry and Ted in the Morning. Ah, ben c'est le fun, ça. Fait que je suis assis là où lui était assis. Fait que je suis bien content. Je lui passerai le bonjour de ma part. Je vais le faire, oui. Puis, t'as raison de rappeler au monde de s'abonner. Merci à ceux, bien sûr, qui l'ont déjà fait. Et merci d'avance si vous pouviez aussi inviter les gens que vous connaissez qui sont intéressés par la politique, parce que je croise beaucoup de monde, de plus en plus de personnes qui nous écoutent. Ils ne sont pas abonnés, par exemple, mais ils nous écoutent. Ouais. Fait que, mais ce serait le fun, c'est que s'ils s'abonnaient, ça viendrait nous aider aussi un petit peu, monter nos statistiques, etc. Puis ça leur permet aussi de savoir pas mal en direct dès lors qu'il y a un nouvel épisode, il y a des notifications, etc. Ouais. Merci aussi à celles et ceux qui commentent. J'aime vraiment beaucoup ça, vous lire. Même quand parfois c'est des critiques, mais c'est correct, ça fait partie de la game. Mais puis j'apprécie aussi le fait qu'il y a des personnes qui partagent pas nécessairement les opinions qu'on a, mais qui l'expriment avec beaucoup de respect, beaucoup de passion pour la politique, et surtout ils respectent les positions. Puis savez-vous quoi? J'aime d'autant plus ça que je respecte aussi les vôtres. Je sais que George aussi là, lit ça avec attention. On répond quand on peut. Parfois, on n'a pas le temps, mais voilà. Oui, et moi, je te dirais, Salim, que la plupart des gens qui commentent ne sont pas d'accord avec nous. puis c'est correct, en autant que c'est fait de façon respectueuse. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça le but. Hein? C'est ça le but du balado, c'est de présenter un contexte de la politique qui n'est pas si agressif, qui n'est pas si toxique. Puis, tu sais, je veux pas critiquer les médias parce que ça, ils font leur job, mais on a l'impression que de plus en plus, l'écosystème politique devient de plus en plus toxique. Donc, d'avoir une plateforme comme ça où on peut discuter, ne pas être en accord, mais quand même de discuter, mais je pense que les gens y apprécient ça. Oui, puis autre chose, on n'est pas... c'est-à-dire, on exprime nos opinions en fonction, bien sûr, de nos convictions, de nos valeurs, de notre expérience aussi, mais on l'impose à personne. On n'a pas d'agenda caché. Puis la preuve de ça, c'est que tout le monde, de tous les partis politiques et de tous les paliers de gouvernement viennent ici, trouvent ça le fun, et on a du fun. Puis souvent, même avant l'enregistrement avec des gens, on se taquine, on se tease, puis on est comme, bon, ben on va pas être d'accord aujourd'hui, blabla. Et tu sais, les gens, même nos invités, ils le savent parfois qu'on va pas être d'accord, mais c'est exactement ça. C'est qu'on est capable de parler de politique, mais, excuse-moi l'expression, mais sans se taper sur la gueule. On est quand même capable de respecter les opinions des gens. C'est qui nous avait suggéré de mettre comme une caméra behind the scenes, tu sais, quand je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui nous disait, vous devez... je sais plus qui l'avait dit, mais... Je pense que lui, il nous a dit, vous devez mettre une caméra puis enregistrer dès que les gens rentrent, tu sais, quand on blague, toutes ces choses-là. Puis c'est une bonne idée, ça. Mais en tout cas, merci de nous écouter, puis c'est le fun. Puis savez-vous quoi? On va essayer de trouver peut-être un format où on pourrait faire intervenir ou répondre aux questions à tout le moins des personnes qui nous les posent ou qui nous proposent des sujets qu'on pourrait aborder. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent, nous écrivent et nous soutiennent. On va faire un petit bilan cette première semaine, un genre de récapitulatif de cette première semaine de l'élection. Salim, honnêtement, et on a dit ça la semaine dernière, où ça a l'air que tout va vite. Et moi, j'avais l'impression que la campagne faisait déjà plusieurs semaines, là. Puis on a un ami, Victor Henriquez, qu'on salue d'ailleurs, qui commence à faire des petits clips journaliers très rapide, hein, on parle d'1 minute, puis si vous pouvez le trouver, allez le suivre. C'est très rapide, une vidéo très rapide. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Libéraux, conservateurs, etc., etc. Puis là, à un moment donné, il dit, OK, aujourd'hui,
la 3e journée de la campagne. On a dit, hein? Juste quoi? Juste la 3e journée, de quoi tu parles? Puis ça va vite. Ben oui, on a l'impression que ça fait longtemps parce qu'on va se le dire, là, la crise politique à Ottawa a commencé déjà en décembre dernier. On sentait déjà que c'était fragile depuis l'été passé, même depuis, je dirais, juin avec la perte de Toronto St. Paul. On se posait la question, qu'est-ce qu'il allait y avoir? Puis bon, ça s'est prolongé. Puis il y a eu la démission de Mme Freeland, puis l'annonce du départ de M. Trudeau, la course à la chefferie du Parti libéral, un nouveau premier ministre qui arrive, M. Carney, puis quelques jours seulement après avoir été, après avoir prêté serment comme premier ministre, a fait un voyage pour voir quelques alliés en Europe, puis est retourné à déclencher les élections. Il n'avait pas trop le choix. Il n'avait pas trop le choix pour la simple et très bonne raison qu'il fallait aller chercher cette légitimité parce qu'il n'était pas élu. Il n'était pas élu comme premier ministre, mais il n'était même pas élu comme député à la base. Exact. Donc, c'était important. Puis, dans le contexte où il va falloir beaucoup parler avec M. Trump et avec des alliés, ça prend une légitimité à lui, s'il gagne les élections, parce qu'on ne le sait pas, ou à un autre, on va se le dire, de toute façon, personne ne s'attend à ce que le NPD gagne les élections, mais ça va être soit M. Carney ou M. Poilievre qui vont gouverner le Canada à partir du 28. En tout cas, quelques jours après le 28. La semaine passée, Salim, on disait à quel point... voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à quel point les libéraux ont été sauvés par Donald Trump, qui avait tellement de revirements et de rebondissements que moi, j'avais rarement vu en politique. Un parti libéral qui était franchement... On lui donnait à peine 30 sièges, puis à partir de tous ces changements-là, premièrement, de façon magnifique, ils ont géré cette crise-là à l'interne. Il faut leur accorder ça. Le nouveau chef et de profiter de toute la menace de Donald Trump pour raviver un peu leur parti. Ils ont fait ça, ils ont joué ça parfaitement. Au point où ils sont premiers, ils sont dans un territoire majoritaire. Et là, tout le monde, incluant nous autres, on attendait voir, on va voir qu'est-ce qui va se passer durant les élections. On a dit plein de fois dans ce balado-là que attendons voir M. Carney, le politicien. Là, c'est M. Carney qui va chercher l'appui du fan club libéral. On va attendre qu'il soit Mark Carney, le politicien. Finalement, le temps est venu, l'élection est déclenchée. Et moi, ce que je suggère, Salim, c'est de peut-être faire un tour. J'ai les 4 leaders, Mark Carney, Poilievre, Blanchette et Jack Meeting. Juste faire un petit topo, là, rapidement, comment on a vu cette première semaine. Évidemment, on va commencer avec Mark Carney. On parlait au téléphone juste avant que tu rentres, puis moi, j'ai dit, j'ai pas l'impression que ça a été une bonne semaine pour M. Carney. Puis toi, t'es comme, non, tu penses pas? Non, attends. toi, t'as dit que tu penses que c'était pas une bonne première semaine pour M. Carney. Moi, ce que je te dis, c'est que elle était pas mauvaise. Puis, je vais m'expliquer, mais je veux d'abord que tu dises aux gens qui nous écoutent qu'est-ce qui te fait dire que c'était une mauvaise... Enfin, donne-nous ton opinion. Tiens. Bon, tous les deux, là, on organisait quand même assez de campagne. Et moi, dans ma tête, j'avais toujours ce sentiment que la première semaine et la dernière semaine doit être flawless, comme on dit en anglais. Il doit être parfaite comme semaine. Il faut... en élection, avoir commencer avec un boom, faire l'explosion, avoir un bon début de campagne, et il faut terminer avec ce même enthousiasme-là. Au milieu, whatever, tu peux faire des erreurs parce qu'il va y avoir plein d'annonces des autres partis, les plateformes, il y a tellement de contenu qui peut éclipser, si tu veux, des erreurs, etc. Donc, il y a toujours une marge là avec laquelle tu peux travailler. Mais la première semaine, elle est cruciale comme la dernière semaine. Et je trouve que cette première semaine pour M. Carney, peut-être elle n'était pas horrible, mais en termes, je le regarde du point de vue d'un organisateur où tu veux le moins possible avoir des poids et de perdre du temps avec les médias à répéter les mêmes choses. Tu veux toujours passer à l'autre nouvelle, à l'autre annonce. OK, next. Jour 2, on va où? On annonce quoi? C'est fini, bam, out. Jour 3, on va où? On annonce quoi? Il faut toujours que ça marche. Donc, quand tu as un journaliste qui revient
jour après jour, te talonner sur une affaire qui s'est produite il y a 2, 3, 4 jours, c'est mauvais pour la campagne. Et la campagne commence, déjà la première journée, Mark Carney, il dit qu'il ne va pas faire le débat francophone TVA-LCN. Moi, je trouve que stratégiquement, je le comprends parce qu'il n'est pas bon en français. Et c'était un débat qui amène un challenge très particulier. Et puis on l'a mentionné, c'est pas un secret, il va se faire manger au débat. Puis moi, je pense même qu'au débat en anglais, ils vont le détruire. Donc, je le trouve pas bon en termes de communication. Le débat, d'après ce que moi je vois, mon analyse, c'est pas son point fort. Je comprends pourquoi il a refusé de faire le débat. Sauf que pour l'électeur québécois, c'est un débat qui est important. C'est un débat qui est crucial. Et de dire que je vais pas le faire, je trouve juste que c'est mauvais. Tu sais, t'envoies un message négatif envers les Québécois. Tu prends leur vote pour acquis parce que tout à coup, maintenant, t'es le premier parti au Québec et partout ailleurs au Canada. Donc ça, c'était la première chose. Puis, tu sais, entre moi et toi, c'est une décision. On peut dire, bon, OK, on tourne la page. Mais c'est ce que je te disais. On n'a pas tourné la page parce que les médias, ils parlaient de ça pendant 3-4 jours là, durant la semaine. Le débat francophone, puis pourquoi, puis ci, puis ça. Et c'est des affaires que tu ne veux pas durant une campagne. En plus de ça, il a fait la bourde avec l'école polytechnique et sa candidate, Mme Provost. Like, come on, man. Come on. Premièrement, okay, le nom, là, je le comprends. J'ai un nom très compliqué. J'ai entendu des versions, Salim, de mon nom que tu peux même pas imaginer. Donc, au pire, je comprends le nom. Mais le massacre, la tuerie de l'école polytechnique, là, il faut être vraiment stupide pour faire cette erreur-là, franchement. Donc ça, c'est une autre chose qui pour moi, a pesé lourd. En passant, oui, c'est Nathalie Provost. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Lui, il a dit Nathalie Pronovo. Pronovo. Bon, OK. Ouais. Je te dis, le nom, au pire, whatever, c'est correct. Sauf que Nathalie Provost au Québec, c'est quand même une figure importante. À chaque année, au mois de décembre, on commémore la tuerie, puis c'est le personnage clé elle donne des entrevues, elle est quand même présente. Et la troisième chose qui, je pense, lui a coûté cher durant cette première semaine, c'est toute l'histoire des paradis fiscaux, les fonds qu'il a créés aux Bahamas, je pense, ou aux Bermudes, je me rappelle pas trop, puis il a dû s'expliquer. Juste un truc. T'as raison de mentionner ça. Pas qu'il a créé. Ben, c'est pas lui personnellement, voilà. C'est Brookfield whatever qui gérait, si tu veux. Il était le qui a créé. Ouais. Oui, OK. Donc, tu crées un fonds, pas toi. Brookfield crée un compte aux Bahamas. Là, il y a les venture capital. Lui, il est président du CA. Exact. Président du conseil d'administration de Brookfield. Oui. Et on s'entend qu'au niveau légal, il n'y a rien de mauvais. Ils ont respecté les lois. C'est clair. Moi, je ne suis pas un expert en investissement. Le peu que j'ai lu, ils ont suivi toutes les règles. Sauf que, encore là, tu as perdu pas mal toute la semaine à expliquer aux gens que tu es correct, puis tu n'as rien à te reprocher au niveau de ton éthique et de toutes ces choses-là. La chose qui est venue le sauver, je pense, c'est encore une fois Donald Trump. Et je te dis au téléphone, on riait. Combien de gilets de sauvetage est-ce que Trump va jeter au Parti libéral du Canada? C'est fou. Il a sauvé le parti après que Justin il a quitté. Là, la semaine va pas si bien, à mon avis, pour M. Carney. Puis il revient avec une annonce de frais tarifaires. Puis là, l'appel à Donald Trump. Aujourd'hui, juste avant d'enregistrer, Donald Trump il a fait il a répondu à l'appel qu'ils ont fait, qui a dit « c'est un très bon appel, j'ai très hâte à collaborer après les élections pour qu'on trouve des solutions qui seront bonnes pour les États-Unis et pour le Canada. » Écoute, est-ce que tu peux te demander mieux que ça? Écoute, je pense que s'il fallait décrire le scénario le plus pessimiste du début de la campagne de M. Carney, je pense que tu viens de le faire. Non, mais en fait, non, blague à part, je pense que tu n'es vraiment pas le seul à voir ce que tu viens de décrire. Mais que tu ne sois pas le seul, moi, je pense, en revanche, que ceux qui pensent ou ceux qui ont vu ça comme ça, je crois que c'est pas nécessairement beaucoup de monde. D'abord, ouais. N'oublie pas, hein, nous, on aime la politique, on écoute ça. Il y a des observateurs, ils vivent de ça.
Mais monsieur, madame, tout le monde, bon, ils ont vu le démarrage, ils ont sans doute entendu un petit peu parler de ça, mais tu sais, ils sont pas encore rentrés dans l'élection. Les gens commencent à rentrer un peu dans l'élection avec les débats des chefs. Là, Ouais. je suis d'accord avec toi, la première semaine et la dernière semaine sont souvent les plus importantes. Ça veut pas dire qu'entre la première et la dernière, c'est pas important, mais disons qu'on aime ça qu'il n'y ait pas d'embûche. Ouais. Bon, maintenant, juste pour passer à travers ce que tu as dit. C'était quoi le premier élément, excuse-moi, que tu avais sorti sur monsieur... J'ai dit le débat, oui, le débat. qui a refusé, ouais, la ça. bourde avec la Polytechnique puis les paradis fiscaux. C'est ça. Alors, écoute, sur le débat. Tu sais, sur le débat, c'est vrai que le débat, on va se le dire, TVA-LCN, c'est devenu, c'est rentré un peu dans la culture politique. Pour moi, c'est le meilleur débat. C'est le meilleur format pour moi. On va dire le meilleur format parce que, tu sais, à un moment donné, on peut pas... Moi aussi, je suis d'accord. Quand tu es dans un débat, le format face à face est le plus intéressant. Tu sais, les gens qui aiment la politique, c'est ça qu'ils veulent voir. Ouais. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, c'est pas parce que c'est le meilleur format que c'est le meilleur débat. Et on fera pas le débat sur le débat parce que à un moment donné, bon ben chacun cherche ses réponses et il y a certains qui préfèrent aussi l'autre format, celui du consortium dans lequel tu as plusieurs médias. Bref, alors. Moi, je trouve que pour le fait que TVA, LCN ont un peu imposé, pas imposé, mais depuis des années maintenant, il existe ce débat-là. C'est rentré un peu dans la culture politique que d'avoir un débat sur les chaînes de Québecor. Et je t'avoue que c'est un petit peu dommage que pour cette élection fédérale-là, on ne l'ait pas en raison du refus de M. Carney d'y participer. T'sais. Bon, ça, c'est un. Maintenant, tu sais, juste pour te dire, si on enlève la composante Québec là-dedans, si on enlève la composante Québec, tu sais, des gens qui ont déjà refusé des débats parce que ça ne faisait pas leur affaire d'un point de vue stratégique, ça existe. Ouais. M. Poilièvre a refusé de faire un débat supplémentaire avec M. Charest lorsqu'ils étaient dans une course à la chefferie. Ouais. Tu sais, puis M. Charest, dans les débats, là, he's a tough cookie. Puis il a malmené Poilièvre, qui est pourtant un pitbull lui-même. Là, t'sais. Fait que, tu sais, parfois, il y a des raisons à ça. Et là, particulièrement, tu sais, il faut se le dire. Monsieur Carney, son français est un peu rouillé. Pour moi, c'est un français d'ancien haut fonctionnaire qui connaît peut-être les termes un peu techniques, mais le côté un peu plus humain et émotionnel, il n'est pas là. Ce qui rend la chose très difficile dans un débat où il faut mettre de l'émotion. Mais oui. Il ne l'a pas. Donc, à part, tant qu'à aller donner un spectacle pitoyable, il n'aurait pas été mauvais, mais il n'aurait vraiment pas été bon. Tant qu'à donner un spectacle pitoyable, s'il décide de ne pas y aller, lui, je sais que ce n'est pas cette raison-là qu'il a invoquée, mais tout le monde peut imaginer que c'est celle-là. Ça peut s'expliquer. Moi, j'aurais voulu le voir quand même. Mais moi, c'est parce que j'en mange de la politique puis j'ai envie de le voir, mais je ne suis pas sûr qu'il y a du monde. En tout cas, l'élection ne se jouera pas là-dessus. Mais clairement, on vient indiquer que oui, il parle français, mais son français n'est pas super fort. Bon, c'est ce que les gens vont retenir. Ton deuxième point, sur ce qu'ils appellent les bourdes de M. Carney, écoute, honnêtement, puis franchement, j'ai même eu à intervenir là-dessus plus tôt cette semaine à RDI, là où à Zone Info, où de temps en temps j'interviens et je commente. Franchement, là, Polytechnique, ce qui s'est passé à Polytechnique, c'est quelque chose d'énorme dans la société québécoise. Ça a bouleversé la société au point où on en parle encore près de 40 ans plus tard. Puis on fait des commémorations tous les 6 décembre depuis 1989. Puis on n'en parle pas juste en décembre.
On en parle aussi le restant de l'année lorsqu'il y a des enjeux de gestion d'armes à feu, etc. Et de sécurité. Je le comprends ça. Mais on est une société dans une plus large société. On est la société québécoise où nous, on est des garants un peu de ça. On fait nos commémorations. Les gens impliqués dans la société québécoise sont là. Est-ce que un premier ministre du Canada devrait être très sensible et sensibilisé à cette question? Assurément. George, là, je dis ça sans ménagement, là. Aucun. Tu sais, je veux dire, c'est sûr. Parce que derrière le drame de Polytechnique, il y a plus encore. Il y a les questions de féminisme. Je le comprends, puis j'y adhère à tout ça. J'ai pas de problème avec ça. Sauf que là, voilà. Il se trouve qu'en ce moment, les Québécois ils ont un candidat du Parti libéral du Canada qui cherche à devenir premier ministre ou redevenir premier ministre, dépendamment comment on le voit, qui ne vient pas du Québec, qui n'a probablement pas les sensibilités québécoises super développées. C'est un fait. Mais le fait que ce soit un fait, ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'en fout du Québec. C'est pas vrai que c'est une insulte au Québec. Parce que, écoute, on en a entendu là, des choses. Oh, c'est une insulte au Québec. Il a dit Pronovo au lieu de Provo. Mais d'abord, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a un nom de famille qui est Pronovo au Québec, soit dit en passant. Parce qu'il n'a pas confondu avec, je sais pas moi, Johnson ou Smith ou je sais pas trop quoi. Là. Il était pas loin. Là. Et honnêtement, c'est un lapsus que moi-même j'aurais pu faire. Moi, je te dis le nom, ça me dérange pas trop. Ensuite, oui, il a dit Concordia, pas Polytechnique. C'est vrai. Moi aussi, j'ai grincé des dents. Je ne vais pas te le cacher, j'ai grincé des dents. Puis moi aussi, ça m'embête. Mais en même temps, pour moi, on est en train, on se détourne, on essaye de faire le détournement. Le drame, il est là. C'est contre le drame qu'il va falloir qu'il faut se souvenir. C'est contre le drame qu'il faut agir. C'est ça. Pour moi, à la limite, c'est le plus important. Puis, trust me, avec cette bourde, si on peut l'appeler comme ça, il va s'en souvenir toute sa vie. Même s'il ne devient pas PM, là, il va se souvenir puis il ne va pas se tromper. Fait que là, moi, sincèrement, là, j'en ai entendu. Tu sais, des souverainistes, des féministes. Je suis choqué. Écoute, regarde, à un moment donné, ton indignation, il faut tu sais, pouce mais pouce égal, comme on dit si bien au Québec. Là, oui, on peut s'indigner jusqu'à un certain... Mais là, c'est rendu genre, il s'en fout du Québec. Mais genre, s'en fout... Il faut comprendre, hein, s'en foutre du Québec, ça veut dire il haït le Québec. C'est ça qu'ils veulent dire. Là, c'est comme... Il faut arrêter. C'est pas vrai. Ouais, non, moi, je pense pas qu'il néglige le Québec ou qu'il haït le Québec ou qu'il méprise les Québécois ou whatever. C'est juste... Ça démontre une méconnaissance. Ça, c'est sûr et certain à 100%. Mais aussi, là, pour les gens qui écoutent, à quel point une erreur, je pense pas que c'est une petite erreur, en passant, c'est une erreur quand même sérieuse, mais quand même une erreur peut faire du chemin, surtout en élection. Alors, sais-tu quoi? Je suis content que tu dises ça. Je suis content que tu le dises puis que tu l'exprimes exactement de cette façon. Parce que, j'ai envie de dire, dans une élection, j'ai envie de dire normale ou lambda, là, tu sais, si ça avait été celle de 2021 ou celle de 2019 ou celle de 2015 ou celle de 2011 ou peu importe, honnêtement, j'aurais considéré, comme toi, que l'erreur était majeure. Pourquoi? Parce que quand tu vas devant les électeurs, tu arrives là pour avoir une espèce de connexion émotionnelle avec les gens. Et forcément, cette méconnaissance-là de cet événement tragique, et en passant, quand je dis méconnaissance, c'est une confusion, parce que je suis pas mal sûr qu'il sait qu'il y a eu une tuerie à Polytechnique. C'est juste qu'il n'a pas utilisé la bonne référence à l'université, parce qu'il y a eu aussi quelque chose à Concordia en 92. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en temps normal, il y a cette connexion émotionnelle. George, c'est plate ce que je vais dire, mais c'est pas moi qui le veux comme ça. C'est le contexte, c'est la conjoncture qui est comme ça. Cette élection,
elle ne se fera pas sur la connexion émotionnelle entre la population canadienne, québécoise en particulier, puisqu'on est québécois, puis on voit le prisme de la politique canadienne à travers celui du Québec, et un chef de parti, et un candidat premier ministre. C'est pas ça. Ça va pas être une connexion émotionnelle. Aujourd'hui, les gens sont, partout au Canada, et y compris au Québec, les gens sont inquiets en raison des tarifs de Trump, de ce qui se passe dans le monde, de l'impact que ça va avoir sur l'économie. Qui dit impact sur l'économie, c'est sur les jobs. Qui dit sur les jobs, c'est sur le revenu. Qui dit sur le revenu, c'est le pain que tu mets sur la table. Ouais. Et sincèrement, George, moi écoute, j'aimerais entendre les personnes qui vont me dire, ben, sais-tu quoi? Malgré que je suis pas sûr que je vais avoir du pain sur la table parce que je risquerais de perdre ma job, mes revenus ou peu importe, là, ma maison, parce que ça va être dur, là, ça va être très dur pour nous tous, hein, en passant. Là, je veux dire, c'est bon. Il y a personne qui va te dire, ben là, moi, je vais voter pour celui qui a dit Provo au lieu de Pronovo, ou qui a effectivement dit Polytechnique plutôt que Concordia. Ouais. En temps normal, je pourrais comprendre qu'il y a des gens qui vont dire c'est inacceptable. Moi, je vois pas le lien entre ce monsieur et le Québec, etc. Aujourd'hui, les gens sont pragmatiques. Je m'excuse, je sais que je suis long, mais George, en 2014, je le dis souvent, en 2014. Là, on n'est plus un exemple que je donne qui n'est pas au fédéral. On est au provincial. 2014, les Québécois étaient assez pragmatiques pour ramener des libéraux provinciaux seulement 18 mois après qu'ils aient quitté le pouvoir. Et les Québécois ont décidé 18 mois après de congédier Pauline Marois pour ramener les libéraux majoritaires avec Philippe Couillard. Mais les Québécois, à ce moment-là, c'était pas tant la connexion émotionnelle qu'ils recherchaient chez M. Couillard. Ils recherchaient le gars qui semblait savoir ce qu'il allait faire pour remettre l'économie en marche et remettre les finances publiques en état. Et il le savait, quand tu es un médecin, ben, parfois tu fais mal, tu mets une piqûre, ça fait mal, tu donnes un traitement, c'est un traitement qui te fait mal, mais au final, tu te sens bien. Puis c'est vrai que c'était dur pour les Québécois, on va pas se le cacher. Il y avait quand même une rigueur budgétaire qu'on a pu ressentir au Québec, clairement. Mais au final, il l'a remonté. Aujourd'hui, c'est ce genre de connexion émotionnelle-là qui est recherché. Ouais. Et c'est bien que tu dis ça parce que ça va nous permettre de faire le pont sur Pierre Poilievre. Et je suis d'accord avec toi. Les gens essaient en ce moment de voir et d'essayer de comprendre qui va pouvoir nous sortir de cette, entre guillemets, crise dans laquelle on se trouve. Il y a plein de choses, là, plein d'éléments qui nous sont tombés sur la tête presque en même temps. Et tu as un gars qui, clairement, il mérite d'avoir le crédit. Là. Le gars, il sait ses affaires. C'est un gars super intelligent. L'économie et les finances publiques, il les maîtrise peut-être mieux que personne d'autre, mais en termes de politique, comme politicien, je suis désolé, mais il est nul. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui a passé toute sa carrière en politique. En ce moment, au Parlement canadien, il y a très peu de parlementaires qui sont à la hauteur de Pierre Poilievre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais Pierre Poilievre, c'est un excellent parlementaire, c'est un excellent politicien, mais qui n'a toujours pas démontré aux Canadiens son équipe. Et on disait ça avant de rentrer, d'aller en ondes. En ce moment, les gens veulent être rassurés. En termes de politique, peut-être qu'ils sont rassurés que M. Poilievre, il a ce qu'il mérite comme politicien, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut quelqu'un qui va gérer une situation, une crise, ou appelle-le comme tu veux. Et je pense que c'est une faute, puis c'est pas la première fois qu'on mentionne ça. Ça fait 1 an, presque, qu'on dit, ils sont où les conservateurs en termes de communication? On voit juste le visage de Pierre Poilievre. Toutes les communications, c'est lui. Au Québec, il y a M. Paul Huss qui fait des sorties. Aujourd'hui, ce matin, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vu Gérald Deltel passer aux médias. Je dis, bon, un autre conservateur, on l'a sorti pour faire des médias. Mais on n'en voit pas. On n'en voit pas, puis c'est dommage parce que si M. Poilievre, il y a 6 mois maintenant,
aurait sorti avec son équipe électorale, voici mon top économiste, voici mon top expert en relations internationales, voici mon top gars de développement économique, voici lui, elle, il. Tu comprends? Les gens aujourd'hui, ils auraient pu prendre une situation et faire un point de liaison avec quelqu'un dans son équipe qui pourrait être bon. Tandis que maintenant, tout ce qu'on a, c'est M. Poilievre et sa femme. Tu comprends? C'est excellent tout ce que tu viens de dire, puis je peux pas ne pas... Quand je dis c'est excellent, je suis pas là pour te donner des notes, là, on n'est pas à l'école, mais quand je dis c'est excellent, c'est-à-dire je suis complètement d'accord, puis je suis à la même place que toi, dans le sens que si on parle de compétences ou d'attributs, si tu veux, politiques, Pierre Poilievre est assurément un politicien aguerri. Mm-hmm. Il est jeune, mais il a quand même 21 ans d'expérience comme parlementaire. A quand même, il s'est quand même énormément amélioré en 21 ans. Il est arrivé une certaine forme de maturité qui peut laisser penser ou croire qu'effectivement, il est prêt à prendre le pouvoir. Puis, sais-tu quoi? C'est la raison aussi pour laquelle les Canadiens, pendant près de 2 ans, dans les sondages, lui donnaient une très large avance par rapport aux libéraux. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que surtout quand tu sais que Pierre Poilievre et les conservateurs demandaient des élections depuis longtemps. Donc d'habitude, quand tu les demandes depuis longtemps, ça veut dire que tu es prêt depuis longtemps. Et être prêt à des élections, ça veut dire que tu as aussi une équipe. Et avoir une équipe, ça veut dire que tu as eu aussi l'occasion de la présenter. Je te rappelle, je reviens un peu au provincial, mais en 2018, quand M. Legault a pris le pouvoir avec la CAQ, alors que la CAQ, ça faisait pas si longtemps que ça existait comme parti politique, ben c'est parce que un an avant, environ 9 à 12 mois avant, ben, il a présenté des gens qui allaient se présenter avec lui, comme Pierre Fitzgibbon, comme Éric Girard, comme Christian Dubé, c'était vers la fin par contre, mais bref, et puis d'autres personnes qui étaient plus des spécialistes des médias, etc. Mais il y avait aussi mis Sonia Lebel dans son cabinet. Oui, exactement, tout à fait. Ouais. Puis il y avait des anciens péquistes comme Charette, le ministre de l'Environnement aujourd'hui, qui avait déjà été des élus, mais il s'est fait réélire par la suite, enfin pas réélire, mais il est revenu parce qu'il avait perdu. Enfin bref, donc, exactement, donc ton point est extrêmement valable, et d'ailleurs c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que je pense que de la même manière que je te disais que les Canadiens méritaient que le PLC ait un autre chef que Trudeau pour rehausser le niveau de la campagne électorale, ben je pense que ça aurait été le fun aussi que du côté des conservateurs, il y ait plus que Pierre Poilievre, qui est un politicien très habile, très bon, qui a des skills, excuse-moi, je trouve pas le mot en français. Il y a des atouts. Des atouts qui sont effectivement très, très bonnes et il les démontre tout le temps. Mais oui, on a, au moment, ça, je fais le lien avec ce que je disais juste avant, au moment où tu as des Canadiens ils ne cherchent pas la connexion émotionnelle, ils cherchent plutôt à être pragmatiques, ben, ils ont l'impression que M. Carney a des expériences de gestion économique autrement plus importantes que celles de M. Poilievre. Puis, tu sais, on aime M. Carney ou pas, on aime M. Poilievre ou non, c'est juste une réalité. Je ne pense pas, par exemple, que M. Poilievre avait les compétences pour diriger la Banque du Canada. C'était pas son rôle non plus. Hein. Ouais. Donc, c'est pas un problème. Je le dis pas comme c'est pas une attaque, là, ce que je suis en train de faire. Mais pour les gens, c'est de la crédibilité à ce niveau-là. Puis ils se disent, OK, l'équipe sous Trudeau, on est peut-être un peu tanné, mais il y a quelques éléments là-dedans, genre les François-Philippe Champagne de ce monde, les Dominique Leblanc de ce monde, etc. Ben, ils sont pas si pires. Puis même ceux qu'on aime moins parce qu'on les trouve pas si bons, on se dit, ben, au moins, c'est pas des néophytes. Ouais. C'est un peu ça.
ceci étant dit, et juste pour finir aussi avec Pierre Poilievre, je trouve pas que son début de campagne était mauvaise. Il était bon. Très bon. Des belles annonces, pas d'erreur, et c'est lui qui applique la pression. Puis on l'a mentionné quand même il y a un ou deux, 3 épisodes maintenant, que la pression, c'est sur les épaules de Carney. C'est pas Poilievre, c'est Carney qui est en avance. Tout le monde va venir le chercher maintenant. C'est lui. Tout le monde est dans la cible de tout le monde, de tous ses adversaires. Et la pression est dans son camp à lui. Et Poilievre, il fait un job extraordinaire. C'est lui qui, d'ailleurs, a sorti toute l'affaire avec les paradis fiscaux, etc. Donc, ça c'est Radio-Canada qui l'a sorti. Hein. C'est pas lui. Mais juste une affaire importante. Parce que je pense, et je pense comme toi, Monsieur Poilievre fait un bon début de campagne. Ouais. Franchement. Moi, j'ai envie de te dire un truc. Moi, j'ai vu certaines choses de Pierre Poilievre que s'il les avait montrées depuis plusieurs mois... Ce serait une différente campagne. Mais voyons, écoute, Tu parles de son agressivité. C'est un Poilievre plus calme, plus posé. Mais plus premier ministrable. Tu vois, c'est ça. Puis, en passant, moi, j'ai vu une bonne partie de son rassemblement à Québec. Mais c'était bon. Le gars est habile, parle bien, fait des connexions historiques, sociales, etc. Puis, sais-tu quoi? J'écoutais ça, puis même, tu sais, j'étais comme, oh, cool, c'est bon. Tu sais, il était drôle. Mais non, mais c'est parce que il nous a pas habitués à être drôle. Non, c'était Poilievre le robot, pratiquement. Mais le robot, puis d'ailleurs, il y a des gens qui l'appelaient Angry Pierre, genre le Pierre fâché. Tu sais, mais honnêtement, il a montré un visage qui était très positif. Alors, moi, j'ai presque envie de te dire, s'il restait sur ça, c'est sûr que ça va l'aider. Ouais. Look, et comme on a dit, c'est quand même le début. Hein? Il faut le maintenir. Puis moi, justement, dans ma liste, j'ai mis ça dans la case des négatifs parce que il doit encore essayer d'effacer cette image de Pierre Poilievre, l'agressif, qui est toujours méchant, qui a comme un visage copy-paste. Ça bouge pas. Il sourit pas. Il est comme... C'est ce visage qui part pas de là. Et je l'ai mis dans le côté négatif parce qu'il faut qu'il essaie d'effacer ça. Puis, on n'a pas le temps, là. Il reste 3 semaines maintenant à l'élection. Oui. Donc, il va falloir, et je suis totalement d'accord avec toi, cette première semaine, c'est super bien passé. Très peu d'erreurs, sinon aucune erreur. Il change un peu son visage, il sourit, il est plus chaleureux. Il faut qu'il sorte de ça, là, de Pierre Poilievre, le bulldog l'abrasif. Qui se fâchait contre Justin Trudeau. Là, t'es Pierre Poilievre, le gars qui sourit, qui veut être premier ministre. Oui, mais 2 choses. La première, c'est que je pense pas qu'il soit fou à temps plein. Il le sait, cette histoire il a besoin d'être un peu plus cool, plus agréable, etc. Il le sait. Mais en même temps, attention, il n'a pas le choix non plus que de montrer l'autre facette de lui qui est fâché parce que, qu'on le veuille ou non, ce que Pierre Poilievre a réussi à faire, c'était de mobiliser toute la colère des Canadiens derrière lui. Donc, tu comprends qu'à un moment donné, s'il devient un peu plus angéliste et qu'il a l'air moins fâché, ben il a peut-être peur aussi de perdre une frange qui est un peu plus radicale. Parce qu'il faut le dire, il y a une partie de la population un peu plus radicale, limite trumpiste. Je dis pas que lui est trumpiste, mais il y a une partie de la population trumpiste qui ne voit que Pierre Poilievre ou Maxime Bernier. Mais je pense pas qu'il y a d'autre choix, Salim, parce que là, il doit montrer que... on était fâchés, on pressait le gouvernement pour un changement, je représente ce changement-là, mais là, it's time to go to work. Il faut qu'on prenne en contrôle le gouvernement, puis un caractère plus... normal. Ben oui, mais d'ailleurs, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, on est d'accord sur pas mal tout là-dessus surtout, mais tu vois, encore une fois, t'as tout à fait raison qu'il a besoin de montrer aussi cet autre visage-là parce qu'il n'a pas le choix, un visage de quelqu'un qui est prêt à être premier ministre, parce que les sondages, il faut pas juste voir qui est en tête, qui est pas en tête, il faut savoir analyser un sondage.
quand tu vois les détails des sondages, tu vois que le Parti conservateur n'a pas perdu d'appui. Non. Il n'a pas perdu d'appui. Ouais. En fait, c'est l'écrasement du NPD Exact. qui fait en sorte que les libéraux commencent à être en territoire majoritaire. Qui l'eût cru? On parlait de libéraux qui allaient se ramasser avec 30 sièges. Puis là, on parle de libéraux qui sont majoritaires. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Puis, j'ai presque envie de lui dire, Pierre, t'as fait le plein. T'as fait le plein dans ce terrain-là. Peux-tu essayer d'élargir un petit peu ta base? Ta base, elle a besoin que tu... ta base actuelle, elle t'est quasiment garantie. On le voit bien que t'as fait le point. Peux-tu toi-même essayer de te recentrer, mais dans l'autre sens, de manière à aller chercher des Red Tories qui décident de voter pour les libéraux ou des Blue Liberals qui veulent plus rien savoir des libéraux. C'est ça son défi, parce que moi, je suis d'accord avec toi, sa base, il a garanti, c'est bon, mais là, il doit garder ou aller chercher, je pense qu'il les a déjà, est allé déjà les chercher, mais il faut les garder. C'est comme tu dis, les libéraux plus à droite, plus économie, plus rigueur fiscale, que Mark Carney semble avoir... comment tu dis, il les ramène un peu. Mais exactement, mais c'est exactement ça. Parce que tu vois, l'opposition de Mark Carney au centre droit, ça fait en sorte que les Blue Liberals, c'est-à-dire les libéraux un peu plus à droite, où moi je me trouve, ou Red Tories, où moi-même je me trouve encore, je suis tout le temps un peu entre les deux, là. Ceux qui... Donc ceux-là, en ce moment, ils donnent leur faveur à Mark Carney. Puis en plus de ça, t'as le vote néo-démocrate très à gauche qui est en train de s'écrouler parce que dans le contexte actuel, ils considèrent que c'est mieux un libéral qu'un Poilievre. Exactement. Donc finalement, il se ramasse avec Carney se ramasse avec une bonne partie de la gauche canadienne, plus jusqu'au centre droit. En fait, de la gauche jusqu'au centre droit. Mais imagine, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Alors, c'est pour ça que moi, je te dis, c'est que la bataille de Poilievre en ce moment, là, c'est pas à droite, c'est au centre. S'il arrivait à se replacer au centre et à envoyer ce message-là, je sais pas s'il va avoir le temps pendant les 3 semaines, mais ça se peut. C'est sûr que ça va se resserrer. Et là, d'ailleurs, moi, je fais partie de ceux qui pensent que Pierre Poilievre... C'est pas fini. Mais non, évidemment que c'est pas fini. Évidemment que c'est pas... Pour moi, au-delà des sondages, pour moi, la situation globale est quand même favorable à ce que les conservateurs fassent l'alternance aux libéraux. Parce que quand même, les libéraux, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Puis... Et ça serait pas la première fois qu'on voit... le sondage, moi, ce qui m'intéresse, là, cette deuxième semaine, là, c'est de voir si les libéraux vont continuer à prendre des points ou si ça va stabiliser. Parce que là, pendant toute cette semaine-là et la semaine passée, on était pas mal entre 6 et 8 points d'avance pour les libéraux, puis ça s'est maintenu là. Donc, s'il y a un plateau, puis c'est le top que les libéraux peuvent aller chercher, moi, je me méfierais. 8 points c'est beaucoup. On parle, justement, tu es en territoire majoritaire, mais je rappelle aux gens qu'en 2015, Justin Trudeau, il venait 3e. Et les conservateurs, et je me rappelle de ça, c'était un mois d'août. Je me rappelle, c'était au mois d'août, je regardais le sondage et les conservateurs avaient une avance d'environ 12 points sur les libéraux. Et Justin Trudeau est gagné et est devenu premier ministre avec une majorité. Donc, moi, le 8 points, il vient pas me chercher. Puis c'est le début de la campagne, puis j'ai pas peur, en autant que Poilievre ne se dérange pas de ces chiffres-là, puis il continue, il a bien commencé, il a juste à maintenir ça et à mettre les pièges aux libéraux. Et on l'a dit, le pire ennemi de Mark Carney, c'est Mark Carney.
Il n'a pas l'expérience. À chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il dit quelque chose qui n'est pas correct. Les premiers jours... Ben, je trouve que ça, par contre, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, tu sais, je veux dire, politiquement, sur certains trucs... Moi, je le trouve plate, first of all. Je le trouve plate. Mais sur le contenu, mais tu sais, je vais te dire, encore une fois, là, tu sais, aujourd'hui, les gens vont pas voter pour... Ouais, non, je comprends. Quand ils ont voté... Rappelle-toi, Salim, la première journée ou la deuxième journée... Oh non, c'était pas. Il n'y avait pas des élections. Il était en Angleterre, le ton condescendant contre les journalistes. Moi, j'étais comme, hein? Puis l'autre jour, on lui a posé la question sur l'appel de Trump, puis il a dit, qu'est-ce que relax, ça suffit, ça va se faire. Je sais pas si c'est lui qui sait pas comment s'exprimer, puis ça sort un peu négativement, mais les gens voient ça, puis ils disent, wow. Ouais, mais attends. Mais regarde. D'abord, je veux dire, quand les politiciens sont trop politiciens et deviennent des robots, les gens leur reprochent. Puis quand ils sont pas politiciens comme lui, puis qu'ils font, ils sont un peu approximatifs dans les codes de la politique, là tout d'un coup on dit là c'est parce que c'est pas un politicien donc c'est pas bon. Puis tu sais, moi honnêtement, la manière dont il a répondu, ça me dérangeait pas. Est-ce que ça a pu déranger c'était la journaliste, je crois que c'était Rosemary Barton de à Londres, oui. Mais hier, je sais pas c'était qui. Oui, je sais. L'autre, c'était en français d'ailleurs, je crois. L'autre, c'était un journaliste de TVA, je crois. En tout cas, bref, qu'importe. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas. Parce qu'à un moment donné, là, tu réponds ce que tu as à répondre. Puis honnêtement, ce qu'il a dit, c'était pas genre non plus quelque chose de catastrophique. Puis je vais juste te dire une affaire, là. Si on veut rentrer dans comment Carney a traité 2 journalistes depuis 10 jours qu'il est politicien, versus comment M. Poilievre traite les journalistes qui sont même pas avec lui là, en ce moment, là, dans l'avion, etc. Il brise des façons de faire et des traditions. M. Poilievre qui répondait pas, qui accusait des journalistes d'être des journalistes libéraux qui travaillent contre lui, qui veut je veux dire, à un moment donné... Regarde, ça aussi c'est des codes qui sont pas, entre guillemets, corrects. Ouais. Mais juste un truc sur Poilievre, parce que tantôt tu disais il n'y avait pas de problème dans sa campagne. Il a fait une très... Bon, oui, c'est un bon début de campagne, en tout cas. Mais on va il y a quand même des choses aussi qui viennent lui coller à la peau. Pas beaucoup. Qui sont pas plus importantes d'ailleurs que les histoires de Polytechnique, pas Polytechnique. Pour moi, c'est du même acabit, c'est la même chose. Mais on peut pas. Mais si on a nommé cela pour Carney, on va le nommer pour M. Poilievre. Mais M. Poilievre, ça n'a aucun bon sens qu'il soit pas allé chercher sa cote de sécurité. Il y a personne qui est capable de donner une explication logique à ça, à part lui qui dit ça m'empêcherait de. Non, ça a aucun sens là. Il a lui-même. Déchirer sa chemise, ses chemises, ses dizaines de chemises sur les questions notamment d'ingérence étrangère, puis, à appeler à une commission. Nous-mêmes, d'ailleurs, on en a parlé il y a 2 ans quand on lançait le podcast. C'était l'un des premiers sujets qu'on discutait, etc. On était favorable à ça. Il y a eu cette commission qui a été mise en place, etc. Puis, il y avait parmi les recommandations, c'était que les chefs de parti devaient avoir leur code de sécurité, etc. Puis, sais-tu quoi? Il l'a déjà eu, je le sais, par le passé. On ne doute pas du fait qu'il est capable de l'avoir. Évidemment qu'il est capable de l'avoir. Évidemment qu'il va l'avoir s'il la demande. Mais il refuse de l'avoir. Puis honnêtement, il n'y a pas un Canadien, à part si tu es un supporter fini de M. Poilievre, mais il n'y a pas un Canadien qui dit voyons, prends là ta cote de sécurité, que ça ne soit plus un enjeu. Pourquoi on a à discuter de ta cote de sécurité? C'est tellement banal. Mais moi, c'est ça d'ailleurs que je reproche aux politiciens d'une manière générale. Tous, peu importe le parti politique, peu importe le niveau de gouvernement. C'est pourquoi vous vous accrochez à des choses aussi banales. Mais je vais dire pourquoi. Parce que les conditions qu'il faut cocher pour avoir cette cote de crédit-là, code de sécurité, c'est un non-disclosure agreement à vie. Tu peux pas parler de ce que tu vas voir pour le restant de ta vie. Mais attends, je vais juste te dire une affaire. Non, mais est-ce que c'est normal que tu peux...
Mais est-ce que c'est normal? OK, ben je peux te poser la question. Mais comment tu fais ta job comme un politicien OK. si tu as des informations et c'est ta responsabilité comme chef d'opposition de garder le gouvernement, de challenger le gouvernement, puis tu peux rien faire, tu peux rien dire. Hey, en passant. Non, mais attends, quand tu me dis ça, la code de sécurité, pourquoi, dans ce cas-là, rendue là, à quoi elle sert? Pourquoi même elle existe? Parce que rendue là, on pourrait dire, on n'a qu'à faire en sorte que personne ne l'ait. Tu sais, mais c'est pas ça. La code de sécurité, elle protège justement le pays de la circulation d'informations sensibles qui peuvent avoir un impact sur la sécurité intérieure du pays ou l'intégrité territoriale d'un pays ou bref, des secrets militaires, des secrets, oui c'est ça, on peut appeler ça des secrets militaires, tu sais, tu aspires à devenir premier ministre du pays. Je crois quand même qu'il est important que, minimalement, tu saches de quoi tu parles quand tu parles de certaines choses, parce que quand tu as ta code de sécurité, tu peux avoir des briefings. On peut partager avec toi de l'information. Donc, même ta plateforme, même tes promesses, elles vont être cohérentes avec les informations que tu as. Mais là, c'est comme si tu dis, moi, je veux pas ces informations-là. Je vous dis ce que je vais faire, même si ce que je vous dis est pas bon, parce que demain, quand je vais avoir ma code de sécurité, quand je serai premier ministre, je vais me rendre compte que ça n'avait aucun bon sens ce que je disais. Non, au contraire, montre patte blanche, va l'avoir, va la chercher, etc. Tu sais, moi, il y a des choses que je comprendrai jamais. C'est pourquoi on s'accroche à des trucs. Puis sincèrement, la meilleure chose aurait été que M. Poilievre aille la chercher. Honnêtement, ça ne changerait strictement rien. La seule chose que ça changerait, c'est que les informations sensibles qui lui auraient été transmises par des hauts fonctionnaires ou par des politiciens fédéraux pour son information feraient en sorte que ça resterait. Sais-tu quoi? Le Canada mérite ça. Parce que sais-tu quoi? Quand tu es dans l'opposition, tu fais partie... L'opposition officielle, c'est une institution démocratique. Aux États-Unis, tu as des gens de l'opposition qui ont des codes de sécurité, qui ont des informations top secrètes sur la défense américaine, même s'ils sont dans l'opposition. Ça leur permet d'être meilleurs encore et d'être encore plus crédibles lorsqu'ils parlent. Ouais. Puis c'est ça que... Donc moi, je pense que ça fait partie des choses qui étaient... T'as pas tort, mais pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est pas quelque chose qui, au moins jusqu'à date, a servi comme poids sur Poilievre. Tandis que pour Mark Carney, les choses qu'on a dit, ça l'a préoccupé quand même quelques jours là, durant cette campagne-là. Et c'est justement ça que tu veux éviter, surtout en début de campagne. Mais les plus emmerdantes, excuse-moi du terme, mais les plus emmerdantes pour M. Carney, c'est pas l'histoire de Mme Pronovo versus Provo. C'est pas le Concordia versus Polytechnique, même si, tu sais, je le sais, tu sais, les souverainistes qui essayent d'avoir une pertinence dans cette élection-là, il n'y en a pas. Je m'excuse. Je sais qu'il y a beaucoup de souverainistes qui nous écoutent, puis je vous jure que je trouve que la souveraineté est une option légitime. Je le crois, je le pense. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis farouchement opposé à ça. J'ai de bonnes raisons d'être opposé à ça, mais je vous jure que je respecte l'option. Mais il se trouve que dans cette élection-là, puis c'est même pas juste moi qui le dis, mais tous les observateurs, analystes et autres, c'est très difficile pour le Bloc québécois de trouver une pertinence. Et il s'accroche surtout, là, et va te sortir cette histoire de Polytechnique pendant 30 et quelques jours. Ouais, mais ça, c'est la game politique. Oui, mais c'est la game politique, mais ça prouve qu'il n'y a rien. Par contre, le plus emmerdant pour M. Carney, c'est l'histoire des paradis fiscaux. Ouais. Non pas pour lui-même, parce qu'il y a un peu de mauvaise foi. Il y a certaines personnes qui présente ça comme si lui avait des intérêts dans des paradis fiscaux. Il n'en a pas. C'est pas le point. Il n'y a aucun enrichissement. Il paye ses impôts ici. Les gens avec qui il travaille payent leurs impôts ici. Là n'est pas l'enjeu. Par contre, l'enjeu aussi n'est pas. Tu l'as dit toi-même, George, tantôt, puis tu faisais bien. C'est une très bonne chose que tu le rappelles. En passant, c'est pas bon pour la perception, mais on va se le dire. C'est
Il n'y avait rien d'illégal que Exact. Brookfield faisait ça. D'ailleurs, tabarouette, depuis des décennies qu'on en parle, on peut-tu rendre ça illégal comme ça? Comme ça, si quelqu'un C'est fini. fait ça, Ouais. c'est terminé. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, mais si c'est légal, il y a une raison pour laquelle c'est légal, puis c'est pas à moi de l'expliquer pourquoi c'est légal, c'est le système qui a à l'expliquer pourquoi c'est légal. Puis lui, ce sont des fonds qui permettaient à Brookfield, dans lequel, en passant, la CDPQ, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, investit. Ouais. Donc, la Caisse de dépôt et de placement du Québec n'investit pas n'importe où, n'investit pas dans n'importe quoi et n'investit pas dans l'illégal et l'immoral. Ouais. Non, on va s'entendre. Ouais. Donc ce que Brookfield fait, c'est une pratique qui devrait cesser, je crois, sincèrement, parce que effectivement, il faut s'assurer de pouvoir être en mesure de faire faire croître une entreprise différemment que par un stratagème qui lui permet de sauver de l'argent ici, même si ça enrichit des fonds de pension, etc. Tu sais, je veux dire, à la limite, il y a des gens qui vont bénéficier quand même de ça, là, et les gens, c'est pas M. Carney et sa gang comme le NPD dit, là, mais c'est ça. Puis l'autre fois, quand les conservateurs frappent sur Carney, sur la question des paradis fiscaux, ils devraient faire très attention de jeter des pierres dans une maison de verre. Parce que, attention, s'il y a les gens qui mettent leur argent personnel dans les paradis fiscaux pour payer moins d'impôts ici au Canada, souvent, très souvent, sont des sympathisants conservateurs qui votent conservateurs parce que, justement, ils considèrent qu'ils payent trop d'impôts au Canada. Ouais. Donc, il faut faire très attention à ça. Je suis pas mal sûr que parmi tous les donateurs conservateurs, il doit y en avoir beaucoup qui sont personnellement... Je dis pas qu'il y en a pas des libéraux, c'est sûr. Ouais. Il doit même y avoir du NPD, du Bloc là-dedans. Je suis sûr. Il y a pas, je suis pas en train de dire que c'est moins bon chez les conservateurs qu'ailleurs. Je suis juste en train de dire, faites attention à ce que vous dites parce que vous pourriez être pris dans votre propre jeu. Très rapidement, on va toucher aux deux autres chefs, Yves-François Blanchet puis Jack Metzing, Bloc québécois et NPD. Franchement, pour eux, là, c'est une élection où, look, c'est sûr que aucun de ces deux chefs-là va devenir premier ministre, mais cette élection-là est cruciale afin de déterminer la pertinence de ces partis-là. Le NPD, je sais pas, là, on va pas lancer des chiffres, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont sortir comme résultat, mais ça paraît pas bien du tout. Puis il y a de la misère, Jack Metzing, à trouver... il cherche de l'oxygène quelque part, puis il le trouve pas. Tous ses appuis sont allés, comme tu disais, au PLC, puis il essaie tellement fort, puis il n'y a aucune attention vers lui. C'est libéral, c'est conservateur, point à la ligne. Ça va être une élection très difficile pour le NPD. Et pour le Bloc québécois, Yves-François Blanchet, comme on a dit tantôt, c'est sûr qu'il va aller chercher même le plus petit détail pour faire la game politique. C'est ça son rôle. N'oublions pas non plus qu'avec le changement des sondages, Yves-François Blanchet, maintenant, il est peut-être 3e place au Québec, 2, 3, c'est égalité avec les conservateurs. Donc, il risque d'avoir moins de sièges que ce qu'il a eu en 2021, le Bloc là, au Québec. Donc, c'est beaucoup de pression pour Yves-François Blanchet. Ce que tu viens de dire, la dernière partie de ce que tu viens de dire, pour moi, c'est l'un des éléments les plus importants de cette première semaine. Que les libéraux soient devant dans les sondages au Québec, pour moi, c'est moins significatif que les conservateurs et les bloquistes soient à égalité. Ça, c'est majeur. Ouais. Ça, c'est majeur. Parce que si on prend mais ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire qu'il y a des bloquistes qui vont voter pour les libéraux pour éviter que Poilievre soit élu? Non, pas nécessairement. Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Parce que ce que tu disais tantôt, c'est que les conservateurs, ils n'ont pas perdu de plume. Non, ils n'ont pas... Non, alors, mais en fait, pour moi, lorsque les conservateurs avancent au Québec... Mais les bloquistes, ils ont diminué, c'est ça? Mais c'est ça. Mais non, il y a des bloquistes qui vont voter pour le Parti libéral du Canada. C'est ça. De la même manière que... quand je dis des bloquistes, c'est-à-dire
un vote qui était destiné au bloc avant tout ce qui vient de se passer avec Trump et le changement de premier ministre, etc. Ils reviennent un peu à la maison, si tu veux, des 10 dernières années en votant pour le PLC. Pourquoi? Et encore une fois, on revient à l'espèce de M. Carney qui est perçu comme celui qui pourrait faire passer le Canada à travers cette crise. Mais moi, ce que je te dis, c'est que pour moi, le vote du Bloc et le vote conservateur, pour moi, c'est blanc, bonnet, blondet, blanc. C'est les mêmes électeurs, là. C'est les mêmes électeurs. C'est juste qu'il y en a certains qui sont assurément souverainistes et donc votent pour le Bloc et d'autres qui ne sont pas souverainistes et donc votent pour le Parti conservateur. Mais c'est le même électorat. Les vases communicants, tu sais, je vais juste rappeler, là, à l'époque Mulroney, c'était quoi la grande force? C'était avant le Bloc québécois, on s'entend, mais à l'époque Mulroney, c'était parce que tout le monde c'est-à-dire ces deux franges aujourd'hui qu'on voit Bloc et conservateur, c'était un même parti. Ouais. Bon, tu vas me dire aussi, à l'époque Mulroney, c'était aussi des progressistes conservateurs. C'était moins pire, donc, pour un bloquiste à l'époque. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, ça, c'est quand même pour moi majeur. Ça veut dire que le Bloc, en ce moment, a deux cibles. Il a les libéraux, bien sûr, parce qu'ils sont devant dans les sondages, mais il a aussi les conservateurs. Mais moi, j'ai un truc qui m'a amusé cette semaine, George. C'est que M. Blanchet était au micro de Patrick Lagacé. Je pense c'était mercredi matin, je crois, si je ne m'abuse, où il a presque dit, il dit que non, il dit que les gens qui disent ça sont de mauvaise foi. Je m'excuse, je pense pas être de mauvaise foi, mais c'était assez clair que je comprenais que pour M. Blanchet, c'était mieux que M. Poilièvre gagne davantage, là, monte en tout cas dans les intentions de vote, voire gagne les élections, que pour les libéraux. Parce qu'effectivement, il est en quête de pertinence. Avant, il y avait une pertinence. Les libéraux étaient en train de s'écrouler. Puis les gens qui n'étaient pas prêts à voter pour Pierre Poilièvre allaient stationner leur vote au Bloc, y compris des fédéralistes. Il y a des fédéralistes qui votent pour le Bloc. Ouais. Et ces fédéralistes-là étaient prêts à voter pour le Bloc quand ils étaient écœurés de Trudeau. Parce qu'ils savent que la souveraineté ne viendra pas de Ottawa de toutes les manières. Donc, voter pour le Bloc, comme quand tu es fédéraliste, ça ne te dérange pas. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont fui le Bloc pour aller vers le Parti libéral. Ouais. Et donc, l'idée là-dedans, c'est que ils vont, les bloquistes et les conservateurs sont en train de manger dans un même lunch. Est-ce que tu penses que toute l'affaire du débat que les libéraux ont finalement choisi de ne pas faire, le débat de LCN-TVA, c'était comme une surprise pour le Bloc? Peut-être que c'est sûr que l'élection ne se joue pas sur un débat non plus, là, mais pour aller scorer un peu plus de points, François Blanchet se voyait quand même comme le gagnant de ce débat-là. Déjà, là, tu comprends, même quand tu regardes dans le futur, tu te dis, bon, ce débat-là, j'aurais pas de problème. Là, on va sortir quand même peut-être pas gagnant, mais on va sortir positivement de ce débat-là, puis finalement, il n'y a pas de débat. Je ne sais pas s'il comptait là-dessus, mais assurément que ça lui procurait une visibilité qui était quand même bonne. Monsieur Blanchet, écoute, il s'exprime très bien. Il est magnifique. Il s'exprime très bien. Il est très bon dans la manière avec laquelle il exprime ses idées. En passant, même en anglais, hein? Même en anglais. Oui, je le trouve très bon. Mais je me souviens qu'en anglais, il n'était pas si pire. Puis il s'est beaucoup amélioré. Il s'est beaucoup amélioré. J'en doute pas. Ça fait quelques années qu'il travaille à Ottawa. Donc, non, mais blague à part, sérieusement, moi, je trouve que c'est un excellent orateur. Il est très bon en débat. Moi, j'aime les gens combatifs en débat. Il est combatif. Il va être devant un cérébral comme Carney, c'est sûr qu'il va être bon.
Tu sais, j'ai pas de doute. Je sais pas. Je pense. Regarde, l'affaire du débat de TVA changera strictement rien dans les résultats de l'élection. Ça n'avantage personne et ça ne désavantage personne. Est-ce qu'on aurait voulu, à la fois comme observateur et comme Québécois, voir un face-à-face à TVA et LCN parce que depuis le temps, on a l'habitude d'en voir? Oui. Est-ce que franchement, ça joue de quelque manière que ce soit dans la tête des électeurs? Franchement, je pense pas. Mais c'est plus dans la gestion du risque, Salim. Moi, je pense que pour les libéraux, c'est le bon choix de ne pas faire ce débat-là. Parce que tu sais pas comment va progresser ta campagne, ton élection jusqu'au débat et qu'est-ce qui risque d'arriver sur ce débat-là pour peut-être te nuire à la fin de la campagne. Plus personne ne parlera de cette histoire de débat dans... En fait, je vais te dire, en réalité, là, il y a déjà plus personne qui en parle. Non, c'est ça. Là, nous, on parle parce qu'on est en train de faire un tour d'horizon là, de la première semaine. Plus personne va en parler. Ouais. Je vais juste te rappeler un truc. Le débat, en campagne électorale, il y a une seule chose qui compte. C'est ce que les gens vont retenir de ce que tu vas dire. Puis je vais juste te dire un truc. Monsieur Harper, en 2006 et 2008, et 2011, mais surtout 2006 et 2008, ces deux premières élections comme premier ministre, en tout respect là, avec notre ami Dimitri Soudas, là, il disait qu'il parlait déjà extrêmement bien français. Oui, il parlait très bien français, mais il s'est aussi beaucoup amélioré quand il est devenu premier ministre. Mais moi, je me souviens de M. Harper, quand quelqu'un lui posait une question ou quand un adversaire l'attaquait, il regardait la caméra. Il répondait ni à la question, ni à l'attaque. Ouais. Il passait juste son message. Il gardait juste une chose, le sujet. Donc, si le sujet, c'était les transferts en santé, il avait ses lignes, puis il regardait la caméra, puis il passait ses lignes. Ouais. Lorsque le sujet, c'était l'assurance emploi, c'était ça. Lorsque le sujet, c'était l'environnement, et Dieu sait ce que c'était difficile pour lui en environnement, eh bien, il regardait la caméra, puis il disait ce qu'il voulait. Puis sais-tu quoi, George? Ça a très bien marché. Ouais. Ça a très bien marché. Donc là, tu comprends, pour M. Carney, par exemple, là, tu sais, il va essayer de faire pareil. Je te dis pas qu'il va réussir, mais il va essayer de faire pareil. Puis un bon débat pour M. Carney, c'est un débat pas où il va gagner quelque chose. Un débat où il va rien perdre. Oui, exact. On a juste le temps de revenir au Québec. Il y a des changements. Ouais. C'est une surprise et qui risque de bouleverser pas mal la campagne au leadership. Oui, écoutez... mais c'est pas officiel quand même, mais on s'attend prochainement. Selon effectivement ce qu'on a vu dans les médias cette semaine, Carl Blackburn, ancien député de Roberval, ancien organisateur et directeur général du Parti libéral du Québec, et qui est actuellement président du Conseil du patronat du Québec, songerait à se lancer à la course à la direction du Parti libéral du Québec. C'est une grosse surprise. Moi, j'aurais pas pensé que ça puisse se faire aussi tardivement parce que la date limite pour les signatures, de payer le ticket d'entrée, etc., c'est le 11 avril ou le 12 avril ou une affaire de même. Donc, ça va brasser parce que jusque-là, on avait une course à deux. Alors, en tout respect pour Marc Bélanger, que j'apprécie, qu'on a apprécié recevoir ici, de Mario Roy, qu'on n'a pas reçu, mais il n'est pas candidat officiel non plus. Je pense que c'est une course à deux qu'on voyait jusqu'à présent entre Pablo Rodriguez et Charles Milliard. Puis là, maintenant, si M. Blackburn se lance, s'il se lançait, ça deviendrait une course à trois. Et là, quand ça devient une course à trois, parce qu'il est assez d'envergure comme candidat, là, ça change la dynamique. Jusqu'ici, ils ont travaillé sur un scénario de course à deux, puis là, la dynamique va être différente parce que il va falloir savoir, est-ce qu'il va y avoir un premier tour, est-ce que ça va se finir au premier tour? Est-ce qu'il va y avoir un deuxième tour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se rallier à l'autre avant la fin? On ne le sait pas.
Je pense que c'est trop tôt de toutes les manières. S'il devait y avoir quelque chose, on le saurait après les débats, je suppose. Ça va être très, très intéressant. Par contre, on va se le dire, c'est sûr que en termes de timing, c'est quand même assez serré pour M. Blackburn parce qu'il y a quand même plusieurs organisateurs qui sont déjà dans des courses établies. Des gens qui voulaient l'avoir, mais quand il avait décidé de ne pas se lancer, lui... Ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi leur camp, donc c'est un peu difficile pour eux de remettre la patate dans le tube. Il va falloir quand même vendre des cartes de membres parce que... Et ça c'est le pari de M. Blackburn. Il parie sur le fait qu'il n'y a pas eu un énorme changement dans le nombre de membres total au Parti libéral du Québec. C'est ce qui lui fait sans doute croire qu'il sera en mesure de passer devant ses adversaires. C'est pas gagné d'avance, mais par contre, c'est sûr que Carl Blackburn est quand même un candidat. Il faut le prendre au sérieux. Et je ne veux pas t'interrompre, mais s'il y a quelqu'un au point de vue d'organisation qui a ce potentiel-là, et non seulement un potentiel, mais quelque chose qu'il peut faire quand même assez rapidement, moi, je pense que c'est définitivement Carl Blackburn. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'années qui ont passé là, depuis qu'il était organisateur et directeur au parti. Mais moi, j'aime croire que les contacts, puis les bases avec les militants, puis les organisateurs, plutôt dans les régions, sont toujours là. Et moi, ça ne m'inquiète pas, la question des membres. Moi, ce qui m'inquiéterait pour lui, c'est ce que tu as dit tantôt, que les gens auxquels il aurait pu avoir avec lui, peut-être qu'ils n'iront pas parce qu'ils ont déjà fait leur choix. Écoute, oui, mais ensuite, j'imagine que avant d'officialiser, on ne le sait pas encore, là, mais avant d'officialiser, j'imagine qu'il va avoir une équipe parce que je peux pas croire qu'il va se lancer tout seul. Là, il ne va pas faire un Denis Coderre de lui-même, ça c'est certain. S'il devait se lancer, ça signifierait aussi qu'il doit quitter ses fonctions de président du conseil du patronat. Écoute, on ne laisse pas une job aussi prestigieuse, avec autant de visibilité, de crédibilité économique pour se lancer dans une course sans organisateur. Donc j'imagine que s'il fait, si jamais il est véritablement en réflexion et qu'il se lance réellement, ben ça va vouloir dire qu'il aura assuré ses arrières. Cela dit, ne pas sous-estimer l'équipe de M. Rodriguez qui fait quand même un bon bout de travail. Puis Pablo Rodriguez est quand même au niveau national quand même pas mal connu, probablement plus connu en fait, je pense que j'ai pas de doute à croire qu'il est plus connu que Carl Blackburn, ne serait-ce que parce qu'il a été ministre du gouvernement Trudeau dans les 7 dernières années. Mais si on parle de militants libéraux, Salim, comme profil plus national, oui, les gens l'ont connu comme ministre fédéral, etc. Mais auprès des membres libéraux... Non, mais t'as tout à fait raison. Ouais. T'as tout à fait raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas sous-estimer la notoriété de quelqu'un. Ouais. Parce que parfois, la notoriété, il y a des gens qui seraient capables, dans leur salon, tout seul, de se dire « Ouais, mais tu sais, lui, je le connais un peu plus parce que je le vois à la télé. Ouais. » Tu sais, ça peut arriver. Je dis, il ne faut pas sous-estimer. Je ne dis pas que c'est automatique, d'autant plus qu'effectivement, Carl est quand même connu des militants libéraux, c'est sûr. Et je me rappelle de ce que tu disais il y a quand même longtemps, quand la course venait de commencer, que avec le mode de scrutin, avec le système qu'on va... Ouais. Tu sais, tu peux avoir donné ton appui à Pablo ou à Charles Milliard, mais à la fin, là, dans ton salon, si tu te dis « Ah, shit, j'aurais dû attendre. Carl Blackburn, c'est mon choix », il n'y a personne qui va savoir que tu ne votes pas pour ton candidat et que tu vas voter pour Carl Blackburn à place, tu comprends? Exactement. Donc, ça va jouer un peu... T'as moins de contrôle. T'as moins de contrôle sur ton vote, c'est sûr. Juste une dernière affaire, je m'en voudrais de ne pas parler aussi un peu de Charles Milliard rapidement parce que, tu sais, j'ai dit qu'il ne faut pas sous-estimer Monsieur Rodriguez, mais il ne faut pas sous-estimer Monsieur Milliard non plus parce que son équipe est sur le terrain, travaille fort aussi, comme les autres. Mais moi, la seule chose que je vais dire, puis ça je l'assume complètement, c'est que le sentiment que j'ai comme observateur un peu à l'extérieur des campagnes dans lesquelles j'apprécie beaucoup de monde dans chacun des camps, là,
c'est qu'on a mis beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle une campagne de positionnement. Chacun a son positionnement. Tu sais, monsieur Rodriguez va te dire, moi je suis connu, j'ai une bonne feuille de route, j'ai une bonne notoriété. Donc si vous voulez gagner en 2026, chers libéraux, votez pour moi. Ensuite, tu as Charles Milliard qui est plus, moi je coche toutes les cases dont le PLQ a besoin, un peu d'économie, un peu de région, un peu de Montréal, un peu d'anglais. Le renouveau, oui, absolument. Ouais. C'est parce que c'est le plus jeune aussi des candidats. Il va chercher des jeunes aussi, etc. Il dit, moi, je coche le plus de cases, donc votez pour moi. Puis tu sais, il y a Carl Blackburn qui va arriver, éventuellement, puis qui va dire potentiellement, moi... je sais comment gagner des élections au Québec. Moi, je sais les organiser. Ouais. Ça prend quelqu'un qui sait comment préparer l'élection de 2026 sur le terrain, qui va dire, je viens du CPQ, je suis une candidature économique, je suis un ancien député de Robertval, je suis un gars de région. Il va te dire, moi, je vais prôner... un nationalisme économique, tu sais, puis il va probablement jouer là-dessus. Mais moi, j'ai envie de dire, à ces deux candidats officiels en ce moment, on verra si Carl Blackburn va se lancer, mais potentiellement aux trois, pour l'amour du ciel, vendez des cartes de membres. T'sais, arrêtez juste d'essayer de cruiser le membership actuel. Et oui, je sais que vous en faites un peu de membership, mais un peu minimum, tu sais, c'est sûr que vous allez en faire. Non, moi, quand je parle de vendre des cartes de membres, je parle pour vrai, là, en quantité, là, pas je suis allé à Sherbrooke puis j'en ai ramassé 25, là, tu sais. Ouais. Ça en prend plus que ça, là, tu sais. Mais ça veut dire quoi, Salim? Est-ce que ça veut dire que les membres libéraux sont toujours pas inspirés au point où ils reviennent tous, là, tu sais, ils retournent tous au parti? C'est quoi? Pourquoi il n'y a pas de membres? C'est un mélange de tout ça. Moi, je pense que la campagne a aussi été un peu trop longue. Au début, quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Ça a mis un peu de temps. Donc, il y a des gens qui se sont déjà lassés un peu. Puis en plus, les gens ont attendu d'être un peu sollicités. Alors oui, ils sont sollicités. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de travail du tout qui se fait. C'est pas vrai. Franchement, les équipes travaillent. Puis travaillent fort. Mais ne concentrent pas, à mon avis, leurs efforts sur la vente de cartes, c'est-à-dire aller chercher des réseaux où on est capable d'avoir sur place, sur le terrain, des gens capables de ramasser des centaines de cartes ici et là, etc., puis d'arriver avec un nombre significatif de cartes. Tu sais, dans les médias, on parlait que le PLQ, il y avait à peu près 8000 membres. Là. Le PLQ ne donne jamais ses chiffres officiels. Là. C'est normal. Mais il dit 8000 membres. 8000 membres, c'est très faible. Tu sais, il y en a peut-être 2-3 000 qui ont été vendus. Admettons qu'on est à 11 000 membres. Puis entre-temps, il y a de nouveaux échus. Donc, tu tombes à 10 000 membres. Mais la réalité, c'est que tu devrais, honnêtement, chaque équipe devrait être allée chercher environ 10 000 cartes chacune. Là, Idéalement, ça aurait été ça. Puis je suis convaincu qu'on est très loin du compte. Je suis convaincu de ça. Et alors, oui, il y a des gens qui ne veulent pas revenir, mais moi, je pense que c'est une question d'aller les chercher. Je sais qu'il y a le PLQ organise des événements avec tous les candidats dans toutes les régions administratives du Québec. Les candidats vont là, prennent la parole, se présentent, etc., essayent de faire du recrutement là-bas sur place et tout. Mais c'est des membres déjà existants. Ouais. Puis deux, c'est exactement ce que je te dis, c'est du positionnement. Puis je te dis pas que le positionnement n'est pas nécessaire, il faut en faire, c'est très important d'en faire. Mais écoute, il faut que tu en ramasses des trucs. Là. Tu le sais, là, moi à l'époque, je voulais qu'Antoine Tardif, le maire de Victoriaville, se lance dans cette course-là. Je l'ai beaucoup encouragé à aller là. Honnêtement, les plans d'un gars comme Antoine Tardif, là, c'était de ratisser large là, dans les divers réseaux qui n'étaient pas des réseaux libéraux. Ouais. Aller chercher du monde dans d'autres réseaux. Là, et c'était ça l'objectif. Là, c'était ça qui était intéressant. Là, Fait que, en tout cas, moi, j'espère juste qu'on ne se ramassera pas juste à « OK, on va convaincre une gang ».
Puis après ça, il faut aller devant les Québécois puis leur dire de... Oublie pas, hein, chaque membre que tu recrutes à Ungava, à Jonquière, à Gaspé, à Matane, à Saint-Georges, à Shawinigan, ça, à chaque membre que tu recrutes, c'est un ambassadeur pour la prochaine élection. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu n'en as pas, ça veut dire qu'en 26, tu veux te présenter à faire une campagne nationale, un peu comme M. Legault en 2018, c'est-à-dire pas d'organisation sur le terrain, mais tu veux juste attirer l'attention de tout le monde pour gagner. Et la vérité, c'est que c'est pas facile de gagner comme ça. Ouais. Ouais. All right, tout le monde, on va mettre un point là-dessus. On va faire ça encore la semaine prochaine, un petit récapitulatif de la semaine qui s'en vient. On va avoir des invités la semaine prochaine, si tout va bien. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube parce qu'on va faire des lives. Je ne sais pas s'ils vont être en studio ou s'ils vont être à distance, mais on va ajouter des épisodes supplémentaires durant la semaine qui seront en direct. Comme ça vous permet aussi la chance de laisser des commentaires, puis on va pouvoir échanger, etc. Donc, ça va être vraiment le fun pour tout le monde, ou au moins, je l'espère. Donc, allez faire toutes ces belles choses-là, puis on vous voit très bientôt. Ciao tout le monde! Merci, bye!